Comme chaque dimanche, on fait un tour d'horizon de l'actualité américaine, ce qui s'est passé cette semaine avec Julien Toureille, chercheur en résidence à la chaire Raoul d'Endurant. Bonjour Julien. Bonjour Carla. Alors, droit de douane, hein, on dirait que les semaines passent et se répètent. Encore une fois, on parle de droit de douane. C'est encore des changements que Donald Trump a apportés. On parle des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, passer de 25 à 50 Ça devrait commencer cette semaine. Pourtant, il y a des contestations judiciaires. Elles se sont multipliées cette semaine. Est-ce que le président américain se croit au-dessus de tout? Oui, ça a été une semaine assez difficile et difficilement lisible concernant cette politique de droits de douane de la part de l'administration Trump. Et ce doublement des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, décidé par le président il y a quelques jours, peut être interprété comme une réaction à ces contre-coups judiciaires. Mercredi, un tribunal assez peu connu finalement dans le système judiciaire américain, la Cour du commerce international, elle a statué que la plupart des droits de douane annoncés le jour de la libération, le 2 avril, étaient illégaux parce que le président n'utilisait pas la bonne loi pour les mettre en œuvre. Et par ailleurs, et c'est quand même assez fondamental, la Cour rappelait que les droits de douane sont une taxe, sont un impôt, et que dans le système constitutionnel, le seul organe habilité à imposer des nouvelles taxes, ce n'est pas la présidence, c'est le Congrès des États-Unis. Alors, cette décision de mercredi de la Cour du commerce international, elle a été contrecarrée le lendemain par une décision qui permet à l'administration Trump de maintenir les droits de douane en partie qui avaient été annoncés le 2 avril, mais qui sont aussi suspendus jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée sur le fond. Donc, on reste en la matière dans le flou peut-être et l'incertitude la plus totale. Et on verra s'il y aura recul aussi, hein, parce qu'on a vu ça aussi par le passé. Je veux qu'on avance rapidement parce que je veux qu'on parle de la bromance Elon Musk et Donald Trump. Donc, cette espèce de relation entre Elon Musk et Donald Trump, elle est finie, ou presque, cette relation. Elon Musk a dit qu'il était déçu du méga-projet budgétaire. Est-ce qu'il a frappé un mur? Est-ce que finalement, c'est plus difficile qu'il pensait de faire changer les choses au niveau de la politique? Oui, il s'est confronté à la difficulté finalement de gouverner. Gouverner et être à la tête ou conseiller le président des États-Unis, c'est pas pareil que diriger une entreprise de la Silicon Valley. C'est beaucoup plus lent, il y a beaucoup plus de résistance, d'opposition politique, que ce soit de la part d'élus, même du parti du président, le parti républicain, mais évidemment de la fonction publique, et des tribunaux qui ont quand même contrecarré pas mal des décisions prises au nom du Doge, au nom de l'efficacité gouvernementale, que ce soit la fermeture à toute fin pratique d'organisations gouvernementales comme USAID, que ce soit des licenciements massifs. Mais pardon, il y a un truc peut-être à préciser, c'est que les deux hommes, ils l'ont mis en scène vendredi avec cette conférence de presse à la Maison-Blanche, se séparent en bons termes. Et d'ailleurs, Elon Musk et Donald Trump ont dit que le premier restera un conseiller officieux du président. On verra le temps qu'il consacrera à ce rôle-là, Elon Musk, et parce qu'il devait partir à la fin du mois de mai à cause du statut d'employé gouvernemental spécial qu'il avait, qui ne le permettait que de travailler 130 jours. Sinon, il aurait dû se soumettre aux règles qui régissent les conflits d'intérêts et la transparence financière. Et on sait qu'en la matière, peut-être qu'Elon Musk aurait eu des soucis à se faire s'il avait prolongé ce rôle formel au sein de l'administration Trump. C'est comme s'il y avait un bris de contrat, finalement, pour Elon Musk, pour pouvoir peut-être revenir plus tard, parce qu'il reste conseiller. Est-ce qu'il veut continuer d'avoir un pouvoir d'influence? Oui, et d'ailleurs, il a des proches quand même qui restent en place à Washington pour aller de l'avant avec cette volonté de réduire la taille de l'État fédéral, de la bureaucratie, de couper dans le budget. Vous l'avez dit, ça, il y a peut-être un désaccord avec les républicains, avec le président Trump concernant la Big Beautiful Bill qui augmente les dépenses et réduit les recettes, ce qui fait qu'il y a un déficit énorme et Elon Musk, n'apprécie pas ça. Mais surtout, Elon Musk, il a permis peut-être de concrétiser une ambition de la population américaine qui est de voir ses décideurs politiques prendre le taureau par les cornes pour rendre cet État plus agile, en avoir plus pour leur argent. Et cette idée, même si elle a été mise en œuvre de façon très radicale et souvent très maladroite, elle reste populaire au sein de la population américaine. Et à cet égard-là, Elon Musk va avoir marqué la vie politique américaine et va avoir, si je puis dire, créé des émules aux États-Unis, mais ailleurs aussi dans le monde. Et on va continuer à parler d'Elon Musk dans les premières semaines. C'est pas fini, là, même si la bromance, elle est finie. Donald Trump a un nouveau surnom, Taco. Ça a été donné par le New York Times. Taco pour Trump, always chickens out.
Trump change souvent d'idée ou toujours d'idée. Au Québec, on pourrait dire qu'il a le syndrome de la girouette, donc il passe d'un côté et de l'autre. Il y a eu beaucoup de choses assez rigolotes sur le web. Et là, on badine un peu, là, Julien. Est-ce que ce surnom-là va coller à la peau de Donald Trump? Ça n'y a pas beaucoup plu qu'on fasse référence à ce surnom lorsque la question lui a été posée à la Maison-Blanche, parce qu'évidemment, ça dénonce le fait qu'il n'est pas capable de s'en tenir à une politique, et notamment ce surnom, il est en référence à la question des droits de douane. Donald Trump annonce en imposer. Quelques jours plus tard, il dit qu'il les suspend. Il annonce qu'il a un accord remarquable avec un pays. Par exemple, la Chine, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est une girouette, oui, qui change souvent d'idée, mais aussi c'est quelqu'un qui serait relativement faible et qui ne serait pas un bon négociateur. Et ça, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Donald Trump, qui aime à se présenter comme quelqu'un qui sait négocier et qui est On très fort. imagine ça, bien sûr, Julien. Effectivement. Julien Toureille, vous êtes chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand. Merci beaucoup pour ce rendez-vous hebdomadaire. Merci à vous.